Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tout d'abord, au nom de l'équipe du Jardin des Sciences et de l'Observatoire de Strasbourg, notre partenaire, nous aimerions vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2022, malgré ce contexte sanitaire qui perdure et qui nous oblige malheureusement à vous demander encore d'être vigilants dans vos gestes barrières, donc le port du masque pendant toute la conférence et bien sur le nez s'il vous plaît, et puis éviter de toucher trop de choses. Pour les questions par exemple, s'il y en a, je passerai moi-même en tenant le micro, comme ça ce sera plus sûr. Et donc malgré tout, malgré ce contexte, nous allons continuer à parler de choses beaucoup plus infinies peut-être, de choses plus mystérieuses qui ont trait à l'astronomie. Alors, en 40 ans, vous me voyez venir, hein, on fête un anniversaire avec le planétarium. En 40 ans, les connaissances sur les origines de l'univers n'ont cessé en quelque sorte d'évoluer. Par exemple, à l'ouverture même du planétarium au grand public en 1982, un cosmologue russe avait émis une hypothèse d'une inflation cosmique éternelle de l'univers. Ah, qu'en est-il aujourd'hui? On verra peut-être. Et puis, pas plus tard qu'hier, l'un de nos collègues de l'Observatoire, Nicolas Martin, a publié une découverte essentielle, celle d'un amas d'étoiles dont toutes les étoiles seraient déficientes en éléments lourds. Alors il paraît que c'est un élément clé pour mieux comprendre la formation stellaire au cœur de l'univers primordial qui nous intéresse aujourd'hui. Alors justement, pour en savoir plus sur ce que l'on appelle aujourd'hui le Big Bang 2.0, sur ce que vous entendez parler comme la matière noire, l'énergie sombre, pour en savoir plus sur cet univers, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous Alain Blanchard, qui est cosmologue, et qui d'ailleurs a travaillé à l'Observatoire de Strasbourg de 1993 à 1999, en quelque sorte une sorte d'écho à l'un de nos anciens spectacles de planétarium qui s'appelait « L'univers, c'est inconnu ». Donc vous voyez qu'on est complètement dans le sujet. Alors Alain, bonjour, bonsoir. Bonjour. Si je te présente rapidement, on peut dire que tu as commencé véritablement tes études scientifiques en passant par l'École nationale supérieure de Cachan en section mathématiques. Ensuite, tu as passé ta thèse en 1984 à une date qui est aussi une date anniversaire, mais un petit peu plus perso. Et ensuite, tu es parti juste avant de venir à Strasbourg à l'université Paris 7, où tu étais assistant puis maître de conférences. Et après ton passage alsacien, tu as rejoint ce qui est maintenant ton lieu de prédilection, c'est-à-dire l'université Paul Sabatier à Toulouse, j'allais dire Strasbourg, au sein notamment de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, dont tu es l'un des chercheurs. Si j'avais à souligner ton attachement à la vulgarisation, je dirais que ta passion de l'astronomie revient à tes études de collégien, puisque paraît-il qu'en classe de 3e, tu as fait un formidable exposé d'astronomie à toute la classe, et que c'est cela qui t'a donné ce sens de la vulgarisation et cette envie de transmettre au plus grand nombre cette passion pour l'astronomie. Alors, si certains voient l'univers comme une illusion, tu n'es pourtant pas un magicien au point de changer tes 45-50 minutes de présentation qui te sont allouées en un âge canonique de l'univers, donc au-delà de 13 milliards d'années. Voilà, je te laisse la parole. Bonne conférence à toutes et à tous. Merci. Merci. Tu as des très bonnes sources d'informations anciennes. Écoutez, d'abord, je suis ravi d'être à nouveau à Strasbourg et devant un public nombreux. C'est très agréable dans ce contexte particulier et difficile. Je crois que c'est la première conférence grand public de ce format que je fais depuis la période du confinement. J'en ai fait dans des espaces un peu plus restreints, mais pas avec un public aussi nombreux et varié.
Donc effectivement, je vais vous parler du Big Bang et je vais en effet balayer quelque chose comme 40 années d'avancée sur ce domaine. Alors je commence par un événement qui s'est produit il y a 2 ans, qui est un événement très important pour moi, c'est la remise du prix Nobel de physique à Jim Peebles. C'est pas un nom que le grand public connaît en général, hein, mais c'est pour les gens comme moi qui ont fait toute leur carrière dans ce domaine, ça a toujours été la personne de référence, celui qui avait fait vraiment les grandes ouvertures de cette discipline. Une personnalité très agréable, très modeste, et qu'on avait toujours... enfin, je me rappelle de personnes qui, il y a 30 ans, me disaient qui devrait avoir un prix Nobel en physique, et en astrophysique et en cosmologie, et c'était le premier nom qui me venait. C'est d'ailleurs le seul théoricien qui a eu un prix Nobel pour la cosmologie, et c'est vous dire qu'il a une place particulière. Donc, je vais essayer un peu de vous expliquer pourquoi il a eu son prix Nobel en passant en revue un petit peu tous les progrès qu'il y a. Et vous voyez que dans les présentations qu'il y a des images qui ressemblent à celles que j'avais mises dans la présentation de départ. Alors, je commence toujours mes conférences par cette image, hein, qui est une image dont je ne me lasse pas. Hein. C'est tout simplement le ciel photographié par les astronomes et reconstitué. Hein. C'est une mosaïque de photographies qui représente la totalité de la voûte céleste. Et vous voyez là à peu près ce qu'on voit, ce qui est visible à l'œil nu, avec évidemment la qualité de l'imagerie en couleur qui ressort. Mais c'est à peu près les objets que l'œil peut percevoir. Donc vous voyez les étoiles. Il paraît qu'il y en a à 5 à 6 000 visibles à l'œil nu. Hein. Moi, je ne les ai jamais comptés. Vous voyez aussi ce qu'on appelle la Voie lactée. Donc cette grande bande nuageuse que vous pouvez voir l'été, si vous êtes sur un site où il n'y a pas de lumière parasite. Et puis, avec une bonne carte astronomique, on peut voir de temps en temps des nébuleuses, hein, ces petites taches un petit peu plus diffuses qui apparaissent à quelques endroits. Et puis, toute la connaissance qu'on a eue sur l'astronomie pendant 99,9% de l'histoire de l'humanité, c'est les observations à l'œil qu'on a fait sur ce ciel. Et c'est seulement avec Galilée qu'on va avancer. Cette petite nébuleuse, là, cette tache diffuse, c'est la grande nébuleuse d'Andromède. Elle a une place particulière dans la suite de mon exposé. D'abord, elle a été notée pour la première fois, ou en tous les cas, on a la trace la plus ancienne de cet objet qui a été, dont on a la référence écrite par un astronome perse en l'an 950 qui l'avait répertorié. Et c'est le début, évidemment, de l'astronomie. La nature de cet objet était un sujet de débat. Et ça, au XIXe siècle, la vision qu'on avait de l'univers, c'était qu'on est dans un nuage d'étoiles. On avait bien compris qu'il y avait beaucoup plus d'étoiles que ce qu'on voit. Ça a commencé avec Galilée. Les lunettes de Galilée ont permis de voir que cette fameuse Voie lactée est en réalité une myriade de petites étoiles. Donc ça veut dire qu'on est dans un disque d'étoiles qu'on voit pas de l'intérieur, et c'est pour ça que quand vous regardez dans la direction de l'épaisseur du disque, vous voyez beaucoup plus d'étoiles que quand vous regardez dans la direction perpendiculaire. Et puis, ces nébuleuses, on ne savait pas très bien ce que c'était. Les astronomes ont fini par comprendre que ce nuage d'étoiles, notre galaxie, est de dimension finie. On recense maintenant, par les méthodes modernes, quelque chose comme 100 milliards d'étoiles. Mais ça a une extension finie. Et vous connaissez les unités des astronomes pour les distances, hein, c'est le temps mis par la lumière pour voyager. Donc la lumière voyage à 300 000 km par seconde. Le Soleil est à 150 millions de kilomètres, donc ça fait quelque chose comme 500 secondes. L'étoile la plus proche est telle que la lumière met plus de 4 ans à venir jusqu'à nous. Donc on est déjà dans des distances phénoménales. Pour traverser notre système d'étoiles d'un point à l'autre, d'une extrémité à l'autre, il faut à peu près 100 000 ans à la lumière. Donc on est déjà dans des zones qu'on n'explorera pas humainement. C'est tout à fait au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et puis, au XIXe siècle, donc, on vous aurait dit que c'est ça l'univers, hein, c'est un nuage d'étoiles d'extension finie, et au-delà, il n'y a rien.
Il y a quelques personnes qui imaginaient quand même que ces nébuleuses qu'on voyait dans le ciel étaient peut-être d'autres paquets d'étoiles identiques aux nôtres, mais beaucoup plus lointains. Et ce débat-là va commencer au XIXe siècle. Un philosophe comme Emmanuel Kant, par exemple, s'est positionné dans ce débat en prenant parti avec l'idée que les nébuleuses étaient à l'extérieur de notre propre galaxie. Et les scientifiques vont résoudre ce problème grâce au télescope du mont Wilson. C'est l'astronome Hubble qui va résoudre cette question. Il va refaire un petit peu la même observation que Galilée, mais sur cette nébuleuse. Il va pointer le télescope le plus puissant de l'époque sur cette nébuleuse d'Andromède, qui est un objet que je vous ai signalé, qu'on peut voir à l'œil nu. Et il a pu voir qu'en réalité, cette lumière nébuleuse là qu'on voit, cette lumière diffuse, c'est une myriade de petites étoiles. Du coup, il a pu... Alors sur cette image, les étoiles qu'on voit ici sont des étoiles qui sont dans notre propre système d'étoiles. Et la lumière diffuse d'Andromède, c'est celle-ci. Et c'est celle-ci qui est constituée de petites étoiles. Donc il a identifié une classe particulière d'étoiles et ça lui a permis de déterminer la distance de cet objet. Et comme ça, on sait que la nébuleuse, depuis Hubble, la nébuleuse d'Andromède, c'est une galaxie analogue à la nôtre. Et la distance est telle que la lumière met 2,5 millions d'années à venir jusqu'à nous. Donc si vous avez la possibilité de regarder Andromède par un ciel d'été, moi je ne me lasse pas de le faire chaque année quand je peux. Alors, elle est un peu difficile à trouver, il vaut mieux avoir une bonne carte d'astronome amateur pour aller la retrouver à l'œil nu. Eh bien, vous pouvez la regarder avec votre œil et vous collectez de la lumière, donc des grains de lumière, ce qu'on appelle des photons. Et pensez que ces photons ont voyagé pendant 2,5 millions d'années à 300 000 km par seconde pour venir au fond de votre rétine. C'est un moment, quand vous pensez à ça, assez émouvant. Et donc ça veut dire que ce qu'on voit là, ce n'est pas la galaxie d'Andromède aujourd'hui. C'est la galaxie d'Andromède telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Alors nous, il y a 2,5 millions d'années, on n'avait pas tout à fait la même allure. Par contre, pour la galaxie d'Andromède, ça ne doit rien changer, c'est à peu près comme une seconde dans votre vie. Normalement, il ne se passe pas de changement majeur, sauf situation dramatique. Aux mêmes époques que l'étude de Hubble, Einstein va intervenir dans la théorie de la gravité. Il va faire une des plus grandes révolutions de notre conception de l'univers avec l'avènement de la relativité générale, dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler. Alors, on vous explique en général que c'est une théorie très compliquée, très mathématique, ce qui est partiellement vrai, mais en même temps, il y a des ingrédients qui sont assez intuitifs, qu'on peut comprendre aisément. La première chose qu'a dit Einstein, c'est que le monde est un espace-temps à 4 dimensions. Alors ça fait déjà un peu science-fiction, mais en réalité, ça recouvre quelque chose d'assez simple. C'est que quand vous voulez repérer un événement, comme cette conférence, vous avez besoin de savoir où elle se situe. Donc pour ça, vous avez besoin de 2 coordonnées d'espace, puis une troisième qui est à la hauteur, si on était en étage. Donc on a besoin de connaître 3 nombres pour avoir sa place, sa position. Puis on a besoin de savoir l'heure, donc 4 nombres. Voilà pourquoi on est dans un espace-temps à 4 dimensions. Donc, il n'y a pas besoin de s'appeler Einstein pour comprendre ça, je pense. Par contre, l'idée d'Einstein, qui était vraiment très nouvelle, c'est de dire, mais un espace, il y a l'espace plat que vous connaissez, l'espace euclidien, mais un espace, c'est comme une surface. Et des surfaces, vous en connaissez beaucoup. Des surfaces, le plan, bien sûr, mais vous pouvez imaginer une ribambelle de surfaces. Eh bien, des espaces à 3 dimensions peuvent avoir aussi de la courbure, et un espace à 4 dimensions peut aussi avoir de la courbure, et donc il y a des tas de possibilités d'espaces possibles à 3 ou 4 dimensions. Ça, les mathématiciens, d'ailleurs, savaient ça depuis très longtemps, ce n'était pas du tout nouveau pour les mathématiciens. Et l'idée d'Einstein, c'est de dire que la gravitation, c'est la manifestation de la courbure de l'espace. Et je vous ai choisi cette petite illustration de ce phénomène qui décrit vraiment ce que Einstein considère comme la gravitation. Donc si vous avez une table qui est parfaitement plane et que vous envoyez une bille et qu'il n'y a pas de frottement, que tout va bien, la bille va aller absolument en ligne droite. Et puis maintenant, si vous imaginez que votre table est un peu déformée à un endroit, vous envoyez votre bille va suivre une trajectoire différente, qui ne sera plus ce que vous appelleriez la ligne droite.
Elle suit une certaine trajectoire bien précise. Eh bien, Einstein dit c'est ça la gravitation. C'est-à-dire quand il y a une masse quelque part, ça déforme l'espace à cet endroit-là. Et ensuite, les objets passent en suivant cette déformation de l'espace. Alors évidemment, c'est beaucoup plus difficile à décrire techniquement que les lois de Newton, hein, mais on sait le faire. Et puis si ça donnait exactement la même chose que Newton, évidemment, on dirait que c'est plus compliqué, donc ce n'est pas intéressant. Mais il se trouve qu'il y a des petites différences avec les lois de Newton. Et évidemment, vous vous doutez que depuis un siècle, à chaque fois qu'on a trouvé des endroits où la différence entre Newton et Einstein se manifestait, c'est toujours Einstein qui a raison. Et donc, on va appliquer cette théorie de la relativité générale à l'univers dans son ensemble. Et donc, la première chose qu'on va avoir comme possibilité, c'est que l'espace est de la courbure. Et donc, on a plusieurs possibilités sur la courbure de l'espace, puisque c'est l'idée de la relativité générale. Il peut y avoir un espace courbe. Alors Einstein va choisir un type particulier d'espace, qui est un univers clos, exactement comme une sphère. Vous voyez, un espace à 2 dimensions qui est sphérique, c'est un univers qui est le même dans toutes les directions. Donc c'est ce qu'on imagine de l'univers, qu'il est le même dans toutes les directions. Mais il faut aussi la 3e dimension, et là, si j'essaye de représenter ça, j'ai mal à la tête, donc je ne vais pas vous demander de le faire. Et avec cette idée, Einstein s'est dit, l'univers est immobile, donc je vais chercher une solution de mes équations qui satisfait à ça, et il n'a rien trouvé. Enfin, je ne sais pas. En fait, j'invente le scénario que j'imagine qui s'est passé, parce que je n'étais pas avec lui quand il a fait ce travail. Et donc, il a modifié sa théorie historique, la première théorie de la relativité générale, il l'a modifiée pour trouver une solution au problème de l'univers. Il a introduit un terme qui s'appelle aujourd'hui une constante cosmologique, et qui permettait de trouver une solution telle qu'Einstein l'avait imaginée. Et ce qui est important, c'est qu'il voulait à la fois un univers clos et un univers immobile, statique, identique à lui-même à tout temps. Et cette vision-là va disparaître très rapidement, parce qu'en 1929 plutôt, Hubble publie un travail. Il a continué son exploration des galaxies, maintenant qu'on a la galaxie d'Andromède. Après, il en a observé un certain nombre. Il a pu mesurer leur distance. Et il a pu aussi mesurer quelque chose qu'on connaissait déjà depuis les années 1910, c'est leur vitesse d'éloignement. Les astronomes utilisent les mesures spectroscopiques pour mesurer les vitesses des objets. Ça s'appelle l'effet Doppler. C'est un effet que vous connaissez, en fait, si vous écoutez une course de voiture à la télé, course de Formule 1, quand la voiture vient vers la caméra, le son du moteur apparaît plus aigu, et quand la voiture s'éloigne, le son apparaît plus grave. Pour une source lumineuse, il se passe exactement le même phénomène. Si la source vient vers vous, la lumière va apparaître un peu plus bleue, et au contraire, si la source s'éloigne, elle va apparaître un petit peu plus rouge. En mesurant ce changement de son, ou de fréquence plutôt pour la lumière, on peut mesurer les vitesses. Les astronomes font ça depuis le 19e siècle. Dès qu'ils ont commencé la spectroscopie, on a pu savoir que les étoiles bougent à quelques kilomètres par seconde ou quelques dizaines de kilomètres par seconde, mais de façon un petit peu désordonnée. Au contraire, les nébuleuses spirales, ça avait été noté déjà, avaient des vitesses qui étaient systématiquement des vitesses d'éloignement, et des vitesses souvent plus grandes, quelques centaines de kilomètres par seconde. Et ce que découvre Hubble, c'est que cette vitesse est proportionnelle à la distance. Ce qu'on voit dans cette figure où la vitesse est montrée d'un côté, c'est le diagramme historique de Hubble, en fonction de la distance, et il se rend compte que c'est une relation à peu près linéaire. Plus les objets sont loin de nous, plus ils s'éloignent vite. Et ça, c'est ce qui se passe dans un univers qui est en mouvement, un univers en expansion. Et cette idée-là a été une révolution totale à l'époque. On s'est rendu compte que finalement l'univers est en expansion. Et du coup, Einstein a abandonné son idée de constante cosmologique. Certains lui prêtent le propos d'avoir dit que c'était la plus grande erreur de sa vie, mais ça doit être sans doute une extrapolation de quelques collègues. Donc du coup, on a un cadre avec la relativité générale qui nous permet de décrire l'univers dans son ensemble. Et évidemment, on va s'atteler à faire ça. Et finalement, moi, quand j'enseigne en master,
et que je vais expliquer aux étudiants la gravitation de l'univers, je n'utilise pas la relativité générale. Je reviens aux lois de Newton. Parce que c'est aussi simple et ça donne le même résultat. Et donc ça va vous permettre aussi à vous de comprendre ce qui se passe de façon qualitative. Vous voyez, les galaxies sont en train de s'éloigner de nous. Et les galaxies qui sont autour de moi, elles vont avoir une action gravitationnelle sur ces galaxies qui s'éloignent. Toute la masse qui est autour de moi va ralentir ce mouvement d'éloignement, exactement comme quand je prends une pièce, que je la jette. Elle a une vitesse initiale, et puis la force de gravité la ralentit. Alors, vous savez que si j'étais très fort, s'il n'y avait pas d'atmosphère, s'il n'y avait pas de plafond, et que je sois capable de lancer la pièce suffisamment vite, elle se détacherait de l'attraction gravitationnelle de la Terre, et elle partirait jusqu'à l'infini. Pour l'univers, on connaît la vitesse d'éloignement des galaxies, on les voit, donc on sait à quelle vitesse elles s'éloignent. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la force gravitationnelle qui les retient. Cette force gravitationnelle, elle va dépendre de la densité de l'univers. Plus l'univers est dense, plus la force gravitationnelle qui ralentit ce mouvement d'éloignement va être importante. Et éventuellement, si on dépasse une certaine valeur, on va arrêter l'expansion et on va revenir en arrière. Donc la conséquence, c'est que c'est la densité de l'univers qui détermine son évolution. Et Einstein nous dit aussi que le contenu de la matière détermine la géométrie de l'espace. Et donc les astronomes se sont dit, il va falloir déterminer ces caractéristiques de cet univers en expansion. Alors je passe rapidement sur l'univers en expansion. En fait, la partie théorique a été conçue avant Hubble par un chercheur qui s'appelle Lemaître, Georges Lemaître, que j'aime beaucoup aussi, que j'aime bien rappeler sa contribution parce qu'elle est un petit peu oubliée. Elle est un petit peu moins oubliée maintenant parce que depuis 2018, l'IAU a décidé que la relation entre la vitesse et la distance doit s'appeler la loi de Hubble-Lemaître et non plus loi de Hubble comme c'était le cas avant. Lemaître avait aussi été un des premiers théoriciens à comprendre les implications cosmologiques de la relativité générale. Et vous vous rappelez de mon exemple de pièce qui va vers le haut. Eh bien, si vous remontez la trajectoire de la pièce, au contraire, elle va vers le bas. Et donc, Lemaître a fait la même chose pour l'expansion de l'univers. Il s'est dit, si l'univers est en expansion, on peut remonter le passé. Le passé, les choses étaient de plus en plus proches. Et ce qu'on trouve, c'est qu'il y a un instant dans le passé où les choses étaient réduites à un point. Alors, Lemaître a appelé ça l'atome primitif. Ce n'est pas le nom qui a été gardé. Le nom qui a été gardé, c'est le fameux Big Bang. Et donc, voilà l'univers en expansion aujourd'hui. Donc, les choses s'éloignent les unes des autres au cours du temps. Et donc, on peut remonter le film à l'envers et constater qu'en un temps fini, quelque chose comme une dizaine de milliards d'années, eh bien, il y a une singularité, un point initial où les choses deviennent infinies du point de vue mathématique. Lemaître aussi s'intéresse à qu'est-ce qui peut se passer dans cet état très dense de l'univers. Alors, il n'a pas les connaissances en physique qu'il faut, donc je ne vais pas vous raconter ces élucubrations. Les premiers qui commencent à deviner un petit peu les choses sont ceux qui ont la physique nucléaire en main. Il faut attendre la fin des années 30, début des années 40. La physique nucléaire va faire beaucoup de progrès, pas toujours pour notre bien, mais au moins pour notre compréhension. On a compris que les étoiles, par exemple, tirent leur énergie des réactions nucléaires qui se produisent dans leur cœur. Et la plupart des éléments connus sont des produits des réactions nucléaires dans les étoiles. Il y a un certain nombre d'astronomes qui se disent alors toute la composition chimique de l'univers doit être due aux étoiles. Mais d'autres astronomes pensent qu'il y a un problème parce que la composition chimique de l'univers, c'est à peu près ça, 25% d'hélium 4, 75% d'hydrogène. Vous voyez, il ne reste pas grand-chose pour le reste. J'ai mis 1%, c'est plutôt moins que ça. Si vous demandez à des étoiles de fabriquer des éléments, carbone, oxygène, fer, tout ça, elles peuvent en fabriquer, mais si vous voulez et elles vont faire de l'hélium au passage, mais si vous voulez fabriquer 25% d'hélium avec des étoiles, vous allez automatiquement fabriquer une grande quantité de carbone, d'oxygène, de fer, etc.
Et comme on ne voit pas ce pourcentage élevé d'éléments lourds, qu'on appelle lourds, l'explication stellaire n'est pas satisfaisante. Donc ça, c'est les travaux de Burbidge et Fowler et Hall qui ont montré que la nucléosynthèse stellaire expliquait bien l'ensemble des éléments, mais pas vraiment l'hélium 4. Et l'hélium 4, au contraire, a été proposé comme étant originaire des premières minutes de l'histoire de l'univers, quand l'univers était très dense et très chaud, ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Alors cette nucléosynthèse primordiale, finalement, elle est très simple pour les gens qui sont des experts de physique nucléaire. Vous prenez des atomes d'hydrogène, vous chauffez, vous les compactez et vous obtenez des réactions nucléaires d'éléments. L'hydrogène se transforme d'abord en un isotope qui est le deutérium, puis le deutérium peut donner de l'hélium 3, l'hélium 3 peut aller donner de l'hélium 4. On arrive à faire des éléments un tout petit peu plus lourds, mais qui ont tous tendance à revenir vers l'hélium 4. Et il faut beaucoup de temps pour avoir des éléments plus lourds, comme on le trouve dans le cœur des étoiles. Alors quand je dis beaucoup de temps, à l'échelle de l'univers, il faudrait des heures, donc ça peut aller très vite, mais à cause de l'expansion de l'univers, dans les premières minutes de l'univers, c'est seulement l'hélium 4 qui arrive à être formé en quantité importante, et les autres éléments, carbone, hydrogène, azote, oxygène, n'ont pas le temps d'être formés. Alors on peut calculer de façon précise cette nucléosynthèse, et évidemment ça dépend un petit peu, c'est de la cuisine, vous mettez des atomes, vous chauffez, vous densifiez et vous obtenez d'autres éléments. Vous savez, quand on fait de la cuisine, le résultat de la cuisson dépend un peu d'un ingrédient critique, c'est la température à laquelle vous chauffez. Si vous mijotez votre plat, vous n'obtenez pas exactement la même chose que si vous chauffez à feu vif. Alors pour l'univers, il va se passer exactement la même chose. Vous prenez vos atomes d'hydrogène, vous les chauffez. Si vous chauffez fort ou si vous chauffez un peu plus doucement, vous n'aurez pas exactement la même composition chimique à la sortie. Et donc en connaissant bien la composition chimique, on peut avoir une information sur la quantité d'atomes présents dans l'histoire de l'univers. Et aujourd'hui, on sait mesurer l'abondance d'hélium 4, c'est à peu près 25%, je l'ai déjà dit. On mesure aussi l'abondance des isotopes comme le deutérium, l'hélium 3, le lithium 7, et tous ces éléments ont à peu près l'abondance qu'on prédit dans cette nucléosynthèse primordiale. Et on en tire une autre information, c'est que la quantité de matière sous forme d'atomes dans l'univers, ça doit représenter à peu près 5% de la densité critique. Et la densité critique, c'est celle qui vous amène vers un univers qui serait à la limite de recollapser, la trajectoire qu'on appelle parabolique. Quand je lance ma pièce, soit elle retombe, soit elle part à l'infini. Il y a une valeur limite entre les deux. Pour l'univers, c'est une densité limite qu'on appelle la densité critique. Une deuxième conséquence, très importante, c'est que comme on a chauffé le milieu, il doit y avoir un rayonnement lumineux associé à cette chaleur. Ça, c'est un phénomène aussi que vous connaissez, ce qu'on appelle la loi de Cornoire en physique. Quand vous chauffez un élément comme du charbon, donc c'est du carbone, ou du fer, quand ils sont chauffés à suffisamment haute température, ça émet une lumière que vous voyez à l'œil. Et en fait, ce que vous voyez sur cette image, c'est que la lumière qui est émise ne dépend pas de la composition chimique. Vous voyez les mêmes gradients de couleur sur le fer que sur le charbon. Et c'est ça la loi physique fondamentale des corps noirs, c'est que quand vous avez du rayonnement dû à une température, il y a une loi générale qui vous donne l'intensité en fonction de la longueur d'onde et qui ne dépend pas du détail de la composition chimique. Et donc l'univers ayant été très chaud, il doit y avoir un rayonnement de corps noirs associé à cette température. L'univers refroidit, donc la température du corps noir refroidit, mais on doit retrouver ce corps noir aujourd'hui. Et ce corps noir va être découvert en 1964 par deux astronomes, Penzias et Wilson, un peu par hasard. En fait, ils essayent d'éliminer, ils prennent ça pour du bruit au départ, ils finissent par se convaincre que c'est vraiment une émission qui vient du ciel, et ça leur vaudra le prix Nobel de physique en 1978. Alors ce rayonnement de corps noir, il est dans les domaines des ondes millimétriques. Les ondes millimétriques, c'est ce que vous trouvez dans les fours à micro-ondes.
Donc, je ne sais pas si vous savez comment marche un four à micro-ondes, hein, ça émet beaucoup de puissance dans des ondes millimétriques. Ces ondes millimétriques sont absorbées par les molécules d'eau de façon très efficace. Et donc, les aliments qui contiennent toujours des molécules d'eau sont réchauffés. Et par contre, l'assiette qui ne contient pas de molécules d'eau, normalement, reste froide. Donc, c'est super pour chauffer les aliments. C'était très embêtant pour les astronomes parce que toute la lumière qui est au rayonnement millimétrique, eh bien, elle est arrêtée par la vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère. Et on est gêné par la vapeur d'eau atmosphérique pour observer l'essentiel de ce rayonnement. Donc, Penzias et Wilson avaient trouvé ce rayonnement dans le domaine des ondes radio, des fréquences un petit peu différentes. Mais le cœur de ce rayonnement, il est dans les ondes millimétriques. Et donc, pour l'observer, il faut se mettre, comme aurait dit Lapalisse, au-dessus de l'atmosphère terrestre. Donc, les astronomes américains ont conçu un satellite pour observer ce fond de rayonnement et en particulier mesurer ses caractéristiques spectrales. Le résultat a été publié au début des années 90 et vous avez ici le résultat. Donc ça, c'est vraiment le type de courbe que les physiciens adorent. Vous avez des points de mesure qui sont les petits ronds avec des barres d'erreur et on a une courbe théorique qui passe au travers. Alors, on est très contents. Tous les physiciens font à peu près ce même jeu. Ils ont toujours des points de données et des modèles théoriques qui font passer. Et plus ça passe bien dans les points, plus ils sont contents. Ici, vous voyez que ça passe très très bien et vous voyez surtout quelque chose que je n'ai pas dit, c'est ça, c'est pas les barres d'erreur, ça, c'est les 400 fois la barre d'erreur. Parce que si j'avais fait les traits à la hauteur, vous ne les verriez pas du tout. Donc la caractéristique de ce corps noir est parfaitement mesurée avec une précision phénoménale de l'ordre de 10-4, c'est-à-dire 1/100 de pourcent. Et on ne voit aucun écart à la loi de corps noir. Donc c'est vraiment une prédiction fondamentale du modèle qui a été, comme ça, absolument vérifiée avec un très très haut degré de précision. C'est de la lumière, ce fond cosmologique, donc on peut en faire ce que vous faites en ce moment en me regardant, une image au fond de la rétine. Vous avez de la lumière, on peut en faire une image. Et voilà l'image du ciel observée par Kobe. Alors vous allez me dire, c'est uniforme. Ben oui, c'est ça. L'univers est uniforme quand on le regarde à très grande échelle. Cette lumière, elle a été émise par la matière quand l'univers avait 370 000 ans. Et donc ce que vous voyez là, c'est tout simplement la cartographie de l'univers à 370 000 ans. Donc évidemment, il n'y a aucun détail dessus parce que ça vous montre que l'univers est remarquablement homogène, extrêmement régulier. En fait, là aussi, l'homogénéité est de l'ordre de 10-4. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation d'un endroit à l'autre à plus que 10-4. 1/100 de pourcent. Donc là, je vous ai balayé rapidement les 3 piliers du Big Bang, l'expansion de l'univers, la nucléosynthèse des éléments légers, l'existence du fond cosmologique et son spectre de corps noir. Tout ça, finalement, c'est la base, basée sur une physique bien connue, assez simple, du modèle du Big Bang. Et je dirais tout ça, ça a été à peu près établi jusqu'au milieu des années 70. Et même s'il y a eu beaucoup de controverses à ce sujet, moi je dirais aujourd'hui, il n'y a plus tellement de discussions sur la validité de ce modèle. Par contre, on n'a évidemment pas fini au milieu des années 70 le sujet. Il reste des questions, et des questions très, très importantes. J'en ai choisi une parce qu'on n'en parle pas si souvent que ça. C'est le fait que nous sommes dans un univers qui est constitué de matière. Et heureusement pour nous, il n'y a pas d'antimatière autour de nous. Pourtant, dans les accélérateurs de particules, on sait fabriquer de l'antimatière. Dès qu'on fait des collisions à haute énergie, on fabrique autant de matière que d'antimatière. Et c'est une loi de la physique fondamentale, c'est que quand vous avez un système à l'équilibre, il y a ce fameux rayonnement de corps noir, cette lumière qui est là, mais il y a aussi toutes les particules possibles et imaginables qui vont apparaître de façon symétrique entre la matière et l'antimatière. Mais alors, si la situation doit être parfaitement symétrique, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'une des deux espèces qu'on a baptisée la matière ? Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et en fait, je vous ai dit, il y a une symétrie parfaite en physique des particules entre matière et antimatière. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais vous expliquer, il y a des particules qu'on arrive à fabriquer dans les accélérateurs, en particulier les kaons, je crois.
Ne me demandez pas trop ce que c'est pas mon domaine. Et l'antiparticule a à peu près toutes les propriétés symétriques, mais ce sont des particules instables qui se désintègrent. Et le temps de désintégration de l'antiparticule n'est pas exactement le même que celui de la particule. Et ça a ouvert une voie. Imaginez que j'ai un paquet de 100 particules et un paquet de 100 antiparticules, puis il y en a une des deux qui se désintègre plus vite que l'autre. Donc si je prends une photo à mi-distance, eh bien j'ai plus de particules que d'antiparticules. Et comme ça, je vais pouvoir faire une asymétrie entre deux espèces qui, au départ, étaient parfaitement symétriques. Alors si j'attends trop longtemps, tout le monde se désintègre, on revient au point de départ. Donc il faut faire des choses un petit peu plus subtiles, mais c'est Sakharov qui a trouvé cette idée. En 1967, il s'est dit, mais on a des particules qui ne sont pas forcément toujours parfaitement symétriques entre matière et antimatière, et donc on pourrait comme ça fabriquer une asymétrie entre la matière et l'antimatière. Très belle idée. Personne n'a trouvé mieux depuis 1967. Elle a un seul défaut, de tout ce qu'on connaît dans toute la physique des particules, il n'y a aucune espèce de particule qui répond à ce qu'il faut pour nous expliquer la symétrie entre matière et antimatière. Et donc la réponse de Sakharov, qu'on garde depuis, c'est que la symétrie matière-antimatière, elle se fait dans une physique qu'on n'a pas encore trouvée, dans des énergies auxquelles on n'a pas encore accédé. Et donc, on s'est peut-être trompé, peut-être qu'on n'a pas été assez astucieux, mais en tous les cas, si on croit au mécanisme de Sakharov, l'origine de la différence entre la matière et l'antimatière dans l'univers actuel, c'est dû à des processus qui ont lieu à des énergies auxquelles on n'a pas encore accès dans les accélérateurs. Et donc ce qu'on appelle de la nouvelle physique. Et en fait, il y a un certain nombre de questions comme ça qui sont posées dans le Big Bang, qui nécessitent une nouvelle physique. Je vais vous parler de la matière noire. Je vais vous montrer qu'elle n'est pas constituée d'atomes. Je vais vous parler de l'origine des fluctuations. Tout ça se ramène finalement à la question des enfants. Quand vous leur racontez une histoire sur ce qui s'est passé dans le passé, ils vous disent « et avant, et avant, et avant ». Et bien là, c'est la même chose. À un moment donné, quand on nous pose la question « et avant », eh bien, on ne connaît pas la physique qui s'applique dans cette période très avancée ou très reculée. Et du coup, les questions sont beaucoup plus difficiles à traiter. Alors, matière noire, j'en suis à combien de temps là? Dans le timing, j'en suis où? Je continue. La matière noire dans les galaxies. Donc là, vous avez une image de galaxie ancienne. Là, on reconnaît les clichés en négatif des gens qui prenaient des photos avec des plaques photos. Et puis, donc ça, c'est ma galaxie. Là, les étoiles tournent dans la galaxie. On peut mesurer ça toujours par l'effet Doppler. Et puis, dessus, il y a du gaz H1, le gaz d'hydrogène, qu'on arrive à détecter en radio. On peut aussi, par effet Doppler, suivre sa trajectoire, et ce gaz est aussi en train de tourner autour du centre de la galaxie. Et on fabrique comme ça ce qu'on appelle la courbe de rotation d'une galaxie, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les choses tournent autour du centre. Donc les étoiles sont dans la partie centrale, puis après on fait ça avec le gaz pour les parties extérieures. C'est la seule formule que je vous donne, mais si vous n'aimez pas les formules, vous ne la regardez pas, je vais vous expliquer. Quand on a un mouvement en orbite circulaire, ce mouvement est d'autant plus rapide que la masse est grande. Il y a une loi physique qui relie la vitesse à laquelle ça tourne à la masse. C'est cette masse-là. Et donc à l'inverse, une fois qu'on a la vitesse, on peut calculer la masse totale qui fait tourner l'objet. Et donc c'est à ça qu'on utilise ces courbes de rotation. Comme on mesure la vitesse, on va pouvoir calculer la masse totale du système. Et ces vitesses, donc là je vous ai écrit la formule, ce que vous dit quand la vitesse est à peu près constante, c'est que la masse augmente proportionnellement au rayon. Pour qu'il y ait une vitesse constante dans cette formule, il faut que la masse augmente de façon linéaire avec le rayon. Donc si je pars de ce point ici, et que je vais à ce point-là qui est 10 fois plus loin, là, il y a grosso modo 10 fois plus de masse. Donc je suis en train de dire, dans cette zone de l'espace, il y a à peu près 10 fois plus de masse que ce qu'il y a dans cette zone-là. Sauf que dans cette zone-là, il y a déjà l'essentiel de la masse. Il y a encore un petit peu quelques étoiles qui traînent, un petit peu de gaz, tout ça représente 3 fois rien.
Donc dans cette région-là, il y a 10 fois plus de masse que ce qu'on voit sur cette image. Et on ne sait pas ce que c'est. On a cherché ça depuis les années 70, où cette observation des courbes de rotation a été faite, et on ne sait pas l'origine de la masse qui conduit à ces vitesses. Ce problème-là, en fait, il avait déjà été posé dans les années 30 sur les amas de galaxies. Les amas de galaxies sont des paquets de galaxies. Les galaxies bougent dans ces amas. Et là aussi, on peut mesurer les vitesses et trouver les masses des amas de galaxies. Ça n'avait pas attiré l'attention des astronomes de façon critique. Par contre, les courbes de rotation, là, ça a commencé à les inquiéter. Et ici, vous avez une image d'amas dans laquelle on voit les effets de lentilles gravitationnelles. Donc, c'est la lumière qui est déviée par les masses, celle dont je vous parlais au début, et qui vous fait ces arcs. Et du coup, ça vous permet de visualiser la matière noire, puisque j'ai un bel arc bien circulaire ici. Ça veut dire que j'ai une distribution de matière noire bien régulière ici, asymétrie sphérique. Pas du tout là où il y a les galaxies. Donc vous voyez vous-même que la matière noire est distribuée d'une façon différente que la matière visible. On a fait le bilan, et on trouve qu'il y a à peu près 30% de la densité critique de l'univers sous forme de matière noire. Si vous vous rappelez, je vous ai dit que les atomes, ça représentait 5% de la densité critique. Donc la palisse m'aurait dit, il y a 25% qui ne sont pas des atomes. Ben oui, c'est vrai. Simplement, tout ce qu'on connaît dans la nature de stable est fait d'atomes. La table qui est ici, moi je suis fait d'atomes, l'air qui est dans cette pièce, tout ça c'est des atomes. Donc la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'il y a une grande quantité de matière dans l'univers qui n'est pas faite d'atomes. On a mis un mot savant, on appelle ça la matière non baryonique. Et on ne sait pas ce que c'est. Alors, les physiciens des particules, évidemment, étaient ravis. Ils se sont dit, ça doit être sûrement une particule. Et donc, il n'y a plus qu'à la chercher, on va la trouver. Donc, il y en a partout de ces particules, parce que je vous rappelais, il y a 10 fois plus de masse dans une galaxie que dans la matière noire que dans les étoiles. Et donc, si je me mets dans cette pièce, en principe, je vais pouvoir trouver de la matière noire, à condition de la chercher. Voilà les détecteurs de matière noire qui sont mis en service. Simplement, les détecteurs de matière noire sont sensibles à toutes les particules, y compris aux neutrons. Et donc, vous êtes composé de certains éléments qui sont un petit peu radioactifs, donc vous émettez en permanence un petit peu de neutrons. Les murs sont aussi composés de matériaux qui sont légèrement radioactifs, donc ils émettent aussi des neutrons. Donc si on met un détecteur de matière noire dans cette pièce, on va avoir énormément d'événements qui n'ont rien à voir avec la matière noire. Donc ce qu'il faut faire, c'est placer ces détecteurs à l'abri. Donc on utilise des montagnes, un gros abri. En fait, on utilise des tunnels désaffectés et on se met au cœur de montagnes, dans des tunnels désaffectés. On branche des appareillages, les gens sortent, on allume et on regarde si on voit des événements anormaux. Et on fait ça depuis des années. Ça, c'est des photos qui datent des années 90 à peu près. Aujourd'hui, on a des appareils beaucoup plus gros qui font des tonnes, plusieurs tonnes de détecteurs, et on n'a toujours rien vu. On peut aussi chercher des particules directement dans les accélérateurs, ce qu'on fait au CERN. En résumé, depuis la mise en service du LHC, on n'a toujours pas vu de particules qui puissent s'apparenter à quelque chose qui ressemble à l'ombre d'un cousin d'une particule de matière noire. Et donc on en reste sur cette conclusion. Alors comme je suis à Strasbourg et qu'il y a Benoît Famé à Strasbourg, qui est un chercheur qui travaille sur des visions alternatives, je rappelle qu'en fait on n'a pas la certitude que c'est de la matière finalement. Tout ce qu'on sait, c'est que les lois de Newton ne collent pas avec ce à quoi on s'attend. Et donc, une voie alternative consiste à essayer de dire, c'est peut-être les lois de Newton qu'il faut changer sur ces échelles. On n'a pas de conclusion aujourd'hui sur quelle est la réalité de cette matière noire par cette voie-là. Bon, je vais continuer jusqu'à ce qu'on m'arrête. Alors, je vais vous parler très rapidement de l'origine des structures. C'était aussi quelque chose sur lequel le maître s'était interrogé, puisqu'il y a des structures dans le ciel, des galaxies, des amas de galaxies. Il faudrait essayer d'expliquer leur origine. Et je reviens à Peebles. Il s'est aussi posé cette question. Il s'est dit, on va
prendre l'univers au tout début avec des petites variations de densité, puis on va les suivre sous l'effet de la gravitation. C'est ce qu'on appelle... Alors, on parle plutôt de fluctuation de densité, donc vous allez m'entendre utiliser ce mot-là à longueur de la suite, là. Mais ce sont simplement le fait que les choses varient d'un endroit à l'autre. Donc, vous vous rappelez cette image que je vous ai dit, c'est l'univers quand il était à 370 000 ans. Ça pose déjà un problème énorme. La lumière qui est d'un côté à l'autre, si je regarde l'univers ici puis l'univers ici, cette lumière a mis 13 milliards d'années à venir jusqu'à moi. Là aussi, elle a mis 13 milliards d'années pour venir jusqu'à moi. Donc, en gros, il a fallu 50 milliards d'années pour que la lumière... Enfin, la distance entre ces deux points, c'est quelque chose comme 50 milliards d'années-lumière. Il y a des petits facteurs numériques à cause de l'expansion, mais c'est le même principe. Comment se fait-il que ces objets-là aient la même température, alors qu'ils n'ont pas communiqué? Ça, c'est vraiment une drôle de question qui a été posée par Alan Guss dans les années 80 et qui l'a conduit à ce qui était évoqué, qui est la théorie de l'inflation. Alors en fait, je vous ai un tout petit peu menti. En fait, dans ce fond cosmologique, quand on regarde, on augmente le contraste, on commence à voir des petits détails. On commence à voir les poussières de notre galaxie là, qui sont en train de commencer à apparaître. Et puis on voit aussi ce qu'on appelle cette composante dipolaire. Ça, c'est juste dû à notre mouvement. Donc comme nous, on se déplace, eh bien, les photons qui sont ici subissent un petit changement par effet Doppler, et ceux qui sont derrière aussi. Et ça fait apparaître cette composante, mais elle est juste due à notre vitesse. Elle n'est pas dans ce fond lui-même. Et Kobe a été le premier satellite à avoir une sensibilité suffisante, première expérience d'ailleurs, avoir une sensibilité suffisante pour voir des variations de la température d'un endroit à l'autre. Et donc c'est avec Kobe en 1990 qu'on a pu commencer à voir les premières structures dans cet univers à 370 000 ans. Alors là, les astronomes se sont précipités pour faire des propositions de satellites pour aller essayer de mesurer ça avec beaucoup plus de détails. L'Europe a lancé un satellite qui est le plus sensible, qui a été fait sur ce sujet-là, qui s'appelle Planck, et qui a fourni l'image la plus fine, la plus complète de cet univers quand il avait donc 370 000 ans. Et la voilà. Donc ça, c'est des toutes petites variations de la température, 1 sur 100 000. Donc on a une sensibilité extrême qui vous montre la cartographie de l'univers à l'époque où il avait 370 000 ans. Alors c'est une jolie carte, c'est émouvant, mais on a besoin de l'analyser avec des outils mathématiques. Donc on fait une analyse dont je vous passe les détails, qui consiste à regarder à peu près l'intensité de ces variations en fonction de l'échelle, parce que ça c'est le ciel, donc il y a des structures petites, puis il y a des structures plus grandes. Donc ici, vous avez, en fonction de l'amplitude, quelque chose qui vous dit à peu près la variation. Et vous voyez, cette carte, on a l'impression qu'elle a été... C'est un peu comme un tableau impressionniste, là. Il y a une échelle que l'œil détecte. Eh bien, c'est celle qui correspond à cette bosse. Ici. Puis, vous voyez qu'il y a des détails à plus petite échelle et des détails à plus grande échelle qu'on voit à l'œil. Eh bien... Vous voyez la précision des mesures, j'ai un petit problème avec la souris, voilà. Vous voyez que la précision des mesures est telle que là, on ne voit plus les barres d'erreur. Et dessus est superposé un modèle d'univers particulier. Et vous voyez à nouveau la satisfaction des physiciens, c'est qu'on est en très bon accord avec les observations. Et du coup, on a des tas d'informations sur l'univers, en particulier sa géométrie. Puisqu'on voit l'univers à travers toute son épaisseur, on va dire, on est capable de mesurer sa courbure. Et on a constaté, grâce aux observations de Planck, que cet univers est un univers plat, sans courbure. On peut regarder aussi la structure des grandes structures. Ces variations de densité qu'on mesure dans l'univers à 370 000 ans, on va les retrouver aujourd'hui dans la distribution de la matière à grande échelle. Et aujourd'hui, on mesure dans des grands catalogues de galaxies des variations de densité qui sont les pendants des variations de température qu'on a mesurées. Et ici, vous avez le catalogue qui a été le premier à faire cette analyse, fait par le télescope Sloan aux États-Unis.
dans lequel on mesure à nouveau un objet qui mesure les variations de densité. Je vous passe les détails un peu sordides. Ce qu'on appelle une fonction de corrélation. Et vous voyez, on a à nouveau un très bon accord entre la courbe théorique et les points de mesure, y compris cette petite bosse là, qu'on appelle l'échelle baryonique acoustique. Ce qui est tout à fait remarquable pour les cosmologistes comme moi, c'est que ça, ce sont les points de mesure. Et là, on n'a plus du tout fait d'ajustement. On a dit, on prend quelque chose qui reproduit bien le fond cosmologique à 370 000 ans. Qu'est-ce qu'il prédit aujourd'hui? Eh bien, il prédit ses courbes théoriques. Donc, il n'y a aucun degré de liberté, on n'ajuste absolument aucun paramètre, et on retrouve la fonction de corrélation telle qu'on la mesure dans les observations. Donc ça nous donne une très grande confiance dans la compréhension du modèle d'univers dans lequel on est. Et du coup, maintenant, on a des tables de nombres magnifiques comme ça, va falloir apprendre par cœur. Je relève les copies à la fin de l'heure. On a une précision de l'ordre du pourcent sur tous les paramètres cosmologiques, la constante de Hubble, la densité de l'univers et d'autres caractéristiques. Alors, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je vous ai dit l'univers est plat. Et je vous ai dit aussi l'univers contient 30% de la densité critique. Et la densité critique, c'est 100%. Donc, il y a quelque chose qui manque. Vous voyez, je signale que le scénario qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle le scénario de matière noire froide, introduit par Peebles en 1982. Mais surtout, ce qui est important, c'est que si on est dans un univers de densité critique, ça veut dire que la densité est égale à la densité critique. Et je vous ai dit, la matière, c'est que 1/3 de la densité critique. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, là, on va rentrer dans un domaine où vous allez croire que j'ai fumé des choses illicites. Parce que la gravitation, dans la théorie, tout doit graviter. Donc, y compris le vide. Vous allez me dire, le vide, il n'y a rien, donc pourquoi ça graviterait? Alors, je vais vous dire, d'accord, démontrez-le-moi. Donc là, vous allez être embêté. Et en fait, si vous avez entendu des gens qui vous parlent de mécanique quantique, ils vous disent que le vide est constitué de particules qui apparaissent et disparaissent en permanence. Et s'il y a des particules qui apparaissent et disparaissent en permanence, elles doivent avoir une action gravitationnelle. Et si on se reste avec un esprit ouvert, on se dit, le vide peut avoir une action gravitationnelle, qu'est-ce qu'il fait? Ce vide se comporte exactement comme une constante cosmologique telle que l'avait introduite Einstein. Et donc, ce qui s'est passé dans les années 90, c'est que des gens ont commencé à observer des supernovas. Donc, des supernovas sont des étoiles qui explosent en fin de vie, qui sont très brillantes, et donc on peut les détecter très loin. Et elles sont très régulières, donc elles ont à peu près toujours la même luminosité, donc on peut facilement connaître leur distance. Enfin, facilement. Les spécialistes m'étriperaient si je dis en m'entendant, mais ce n'est pas grave. Et donc on peut refaire exactement ce que faisait Hubble, c'est-à-dire mesurer des distances et des vitesses d'éloignement. Il y a des distances tellement grandes, plusieurs milliards d'années-lumière, qu'on n'est plus en train de mesurer la vitesse d'expansion de l'univers aujourd'hui, on mesure la vitesse d'expansion dans le passé. On reconstitue comme ça la trajectoire de l'expansion de l'univers. Alors c'est très efficace, mais alors les supernovas, il y en a à peu près une par galaxie et par siècle. Donc il faut observer beaucoup de galaxies en même temps pour avoir des chances d'en détecter quelques-unes. Ce qu'on fait de façon régulière. Et on refait exactement le travail de Hubble en faisant la distance versus la vitesse dans des unités d'astronomes, donc c'est des magnitudes versus des redshifts, mais c'est la même idée, c'est des distances versus des vitesses. Et comme ça, on va pouvoir reproduire l'expansion de l'univers au cours du temps. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit, on s'attendait évidemment à ce que l'expansion de l'univers soit ralentie au cours du temps. Et on a découvert l'inverse. L'expansion de l'univers s'accélère au cours du temps. Et c'est une conclusion extrêmement surprenante qui est arrivée à la fin des années 90, qui est maintenant très largement validée, qui nous indique qu'en réalité, à l'échelle de l'univers, il y a une force supplémentaire qui s'ajoute et qui est une force répulsive. Exactement comme le fait la constante cosmologique d'Einstein. Donc on avait déjà en magasin tout ce qu'il fallait pour expliquer
ces observations. Et en fait, quand je vous ai montré cette courbe, je vous ai dit que c'est un modèle d'univers qui est en parfait accord avec les données. Il est en parfait accord si on introduit aussi une constante cosmologique. Donc on doit, à la fois pour reproduire les observations de Planck et pour reproduire les observations du diagramme de Hubble des supernovas, et pour reproduire la distribution des galaxies, introduire cette constante cosmologique. Ici aussi, c'est un modèle qui a une constante cosmologique. À nouveau, un résultat exceptionnel qui a valu un prix Nobel à leur découvreur. Et donc, je vous ai dit, on connaît très très bien maintenant tous les paramètres cosmologiques. Par exemple, la constante de Hubble est déterminée grâce à ces observations avec une très grande précision. Tout ce qu'on ne connaît pas très bien, ce sont les caractéristiques de cette composante qui est en train d'accélérer l'expansion de l'univers. Et puis, on arrive sur les problèmes. Parce que Adam Riess, qui a reçu le prix Nobel pour le diagramme de Hubble des supernovas, il mesure la constante de Hubble dans notre univers local, dans notre environnement immédiat. Et lui, il nous dit que c'est 73 plus ou moins 1. Aux dernières nouvelles, alors que le satellite Planck trouve 67 plus ou moins 0,4. Donc on a un petit désaccord. Alors, si vous êtes un esprit large, vous vous dites oui, oh, c'est presque la même chose, on ne va pas en faire un pataquès, mais pour les physiciens, là, c'est une grosse perturbation. Là. Ils ne sont pas du tout contents et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc, on a des projets, en particulier le satellite Euclid, qui sera lancé en 2023, pour essayer de cartographier l'univers, alors vraiment à très très grandes échelles, de façon le plus systématique possible. On va rassembler quelque chose comme 70 millions de galaxies en 3 dimensions et 2 milliards de galaxies sur le ciel. Et on va pouvoir avoir comme ça les caractéristiques précises de cette énergie noire. Voilà, j'arrive à mes conclusions. J'ai voulu vous montrer que le modèle du Big Bang classique est basé sur la physique qu'on connaît, celle qu'on enseigne à l'université ici, et elle n'est pas vraiment remise en question aujourd'hui. Par contre, on a un autre modèle qui s'appelle le modèle lambda-CDM, qui lui est basé sur une physique qu'on connaît encore mal, matière noire, énergie noire, et mais qui rend remarquablement bien compte de tout un ensemble d'observations. On a un désaccord sur la constante de Hubble, dont je ne saurais pas vous dire, et je ne suis pas le seul, quelle est son origine exacte. Et dans tous les cas, la conclusion qu'on ait, c'est que notre compréhension ultime de ces questions, elle passera par une physique qu'on n'a pas encore en magasin. Voilà, je vais m'arrêter là et vous inviter à poser des questions. Bien, merci donc Alain pour cette belle présentation. Et comme dit, s'il y a des questions dans la salle, je pense qu'Alain va essayer d'y répondre. Qui se lance dans une question? Je garde juste le micro. Oui. Bonsoir. Dernièrement, ils ont lancé un nouveau télescope. Est-ce que vous croyez qu'il y a des réponses à certaines questions qui sont encore... Alors, c'est le James Webb Telescope, c'est oui, effectivement ce qu'on dit souvent le successeur de Hubble. Il est plus conçu pour un observatoire extrêmement précis sur des objets, et donc il n'est pas a priori optimisé pour essayer d'attaquer ces réponses-là. C'est pour ça que j'ai mentionné Euclid, qui lui est vraiment une des expériences. Il y a beaucoup d'expériences qui sont en cours actuellement au sol et dans l'espace pour caractériser cette énergie noire. Mais James Webb ne fait pas partie de ces projets. Une autre question ou intervention? Oui, monsieur. Bonsoir. Au-delà de toutes ces choses passionnantes, c'est de la recherche très profonde. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui ressort dans notre vie courante de toutes ces études et recherches? Alors, je crois qu'on est dans la recherche fondamentale et il y a comme toute la recherche fondamentale, en général, il n'y a pas d'objectif concret derrière. Mais c'est l'essence même de la recherche.
pour prendre un exemple qui va vous parler, hein, les premières personnes qui se sont intéressées à l'ARN faisaient une recherche fondamentale qui n'intéressait personne et dont on voyait aucune application. Prix Nobel de médecine il y a 20 ou 30 ans. L'ARN, c'est quelque chose qui n'intéressait personne jusqu'à, je ne sais pas pourquoi, 2-3 ans, ça a changé. Une autre intervention? Oui. Ah, attendez. Alors déjà, bonsoir et merci beaucoup pour votre conférence. C'était très intéressant. Personnellement, je ne suis pas très bonne en sciences, donc je vais d'abord poser une première question pour savoir si la question que je vous posais est vraiment pertinente ou pas. Est-ce que vous avez dit que pour conclure, l'univers était plat ou il y a quand même des courbures ou des distorsions? Alors, à grande échelle, il est plat. Oui. De tout ce qu'on a pu mesurer. Par contre, effectivement, quand il y a une structure à un endroit, comme un amas de galaxies ou le Soleil, ça va faire une petite bosse dans la surface à cet endroit-là. Voilà, alors du coup, ma question, c'était, vous avez semblé dire que la trajectoire de l'objet était influencée par le fait qu'il y avait une distorsion, mais du coup, si ce n'est pas la masse de l'objet qui entraîne la distorsion, je me demandais à quoi c'était dû. Si, là. Alors, si j'ai ma petite illustration. Hop. Je vais y arriver. Hop. Donc là, la masse rouge déforme l'espace, et ensuite la particule bleue suit l'espace, se promène tout simplement sur la surface librement. Comme vous, si vous commencez à marcher sur un terrain qui est un peu pentu et que vous suivez toujours la pente la plus simple, vous allez avoir une trajectoire qui ne sera plus une ligne droite. Je suis juste à côté, j'en profite pour une petite question. Merci d'abord pour cette passionnante conférence. D'après vous, quels vont être les progrès dans les prochaines années? C'est toujours délicat de répondre à ça, mais sur la compréhension des inhomogénéités dans l'univers. Eh bien, alors, on est vraiment en train d'essayer de mesurer ces structures c'est ça qu'on appelle les inhomogénéités, hein, c'est la structure à grande échelle. Donc, ici, vous voyez, on a un catalogue qui fait à peu près 100 000 galaxies. On va passer à des catalogues de 70 millions de galaxies. Et on va avoir des informations complémentaires, en particulier la fameuse déviation des rayons lumineux, qui va être cartographiée sur tout le ciel, qui nous donnera une information sur la distribution de matière réelle, pas juste les galaxies, jusqu'à des époques très reculées. Et donc on espère comme ça avoir une vision complète, très, très poussée en tous les cas, très fine de la structure de ces inhomogénéités, de leur contenu en matière noire et du coup des caractéristiques de l'énergie noire. Question suivante. Une question. Si l'univers est en permanence en expansion, comme ça semble être le cas, quelles seront les conséquences sur l'univers dans des milliards et des 10 milliards d'années? Que vont devenir tous ces objets? Comment ça va se passer? Alors, le futur de l'univers n'est pas très enthousiasmant, hein, puisque les galaxies n'arrêtent pas de s'éloigner les unes des autres. Donc, alors, on ne sera plus là. Hein, mais, donc, a priori, alors, premièrement, on peut se baser uniquement sur ce qu'on connaît et l'extrapoler. Hein. Par exemple, actuellement, l'expansion est accélérée à cause de quelque chose. Est-ce que ce quelque chose va faire toujours la même chose ou changer ses caractéristiques? Personne ne peut le savoir. Hein. Mais si les choses continuent comme ça, on va avoir un univers qui va se dilater de plus en plus. Notre galaxie, elle va vivre sa vie. Les étoiles vont finir par épuiser leur carburant. Donc les étoiles massives vont finir par disparaître. Il va y avoir plus que des petites étoiles maigrichonnes qui vont vivre beaucoup plus longtemps. Et puis si on attend très 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 longtemps, ces étoiles même là vont finir par ne plus rayonner et on va avoir ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Toute la matière aura rayonné à peu près tout le rayonnement qu'elle peut et il ne restera plus que des corps froids.
Oui, c'est pas très gai. Mais ça- Alors, j'ai une question là-haut. Oui. Bonsoir, merci pour cette très belle présentation. Alors ma question, elle repose sur la matière noire. Une des photos que vous avez présentées, donc de la courbure de l'amas galactique, où cette lumière, elle est pratiquement concentrique, hein, il y a un cercle tout autour. Et quand on observe la galaxie et on voit la vitesse par rapport au centre du déplacement des étoiles, elle est due aussi à cette fameuse matière noire. Alors ma question, elle repose sur est-ce que la matière noire existe uniquement avec la matière baryonique dans l'univers, ou elle existe en dehors des amas de la matière baryonique? Alors, c'est une très bonne question. Ça, c'est une question compliquée, hein, parce que la matière noire, on la voit que s'il y a un traceur qui permet de voir ses effets. Mais ça, c'est la question a été scrutée de façon très détaillée. À l'heure actuelle, on pense que les deux distributions sont quand même très voisines. C'est-à-dire que si j'ai plus sur une carte de... Voilà, sur une carte de distribution de galaxies ici, vous avez beaucoup plus de galaxies dans cette région, et donc il doit y avoir à peu près proportionnellement autant plus de matière noire dans cette région que dans celle-là. C'est à peu près une carte de la distribution de la matière noire à peut-être 10% ou 20% près. Allez, on prend encore une ou deux questions pour finir. Oui. Oui, sur la variation de l'expansion de l'univers, il semblerait qu'il y ait eu une période où l'expansion n'était pas la même et qu'il y a une évolution. Donc le scénario que vous donniez tout à l'heure peut encore évoluer dans l'avenir. Alors, l'expansion change au cours du temps. Ça, si je retrouve ma petite figure de début, là, voilà. Hein, effectivement, la vitesse d'expansion de l'univers change tout le temps. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Cette expansion, elle est surtout aujourd'hui conduite par cette fameuse constante cosmologique dont on ne connaît pas la nature. Et donc, si cette constante cosmologique se met à changer au cours du temps, eh bien, ça va changer la nature de l'expansion. Et on a exactement le même scénario dans les toutes premières phases de l'histoire de l'univers, que je n'ai pas eu le temps d'aborder, ce qu'on appelle l'inflation. Dans l'inflation, on a justement une phase de croissance exponentielle de l'univers qui dure 10-31 secondes, et au cours duquel l'univers s'expand d'un facteur à peu près 10 puissance 25, si ça vous dit quelque chose. Voilà. Donc on n'a pas d'explication sur l'évolution de ces variations depuis le début. L'évolution des variations, c'est la loi de la gravité, donc ça c'est bien maîtrisé. C'est pour ça que la carte du fond cosmologique vous permet de dire aujourd'hui la carte de distribution des galaxies, c'est vraiment la même chose, alors qu'on a eu quand même un facteur, on est passé de 370 000 ans à aujourd'hui. Donc la façon dont ça se passe, ça, on pense qu'on le comprend bien, et on a vraiment à des précisions de quelques pourcents dans la correspondance entre les deux. Donc on n'a pas trop de doutes. Par contre, comment ça s'est fabriqué, ces machins-là? Eh bien, c'est dans la physique qu'on ne connaît pas encore. L'inflation, c'est une théorie. C'est une belle idée, mais elle est basée sur la physique à des énergies de 10 puissance 15 GeV, ce qui est 10 puissance... Enfin, ça doit être 10 milliards de fois les énergies du LHC ou plus. Donc, pas vraiment vérifiable aujourd'hui. Allez, une dernière question pour conclure, ou c'est bon? J'en ai une un peu provocatrice. Le plus beau rêve ou le plus moche cauchemar du cosmologue aujourd'hui? Je n'étais pas préparé à ça. La situation actuelle est intéressante parce que on a un modèle qui marche très très bien. Et donc, je vous ai dit, pour l'instant, il y a une première difficulté, c'est que la constante de Hubble n'a pas l'air de caler bien. Hein, donc, on ne sait pas très bien si c'est une réalité ou pas. Et
Et donc, il y a effectivement quelque chose qui est à la fois le cauchemar et le rêve. Quand votre modèle est parfait, si demain on mesure que la constante de Hubble, c'est vraiment la constante telle que Planck l'a prédit, tout marche très bien, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire après. Alors, si on n'a pas un endroit où creuser, si vous avez, la situation, on est un peu dans cette situation aussi en physique des particules. On a un modèle standard qui marche de façon magnifique. Ça reproduit très très bien l'ensemble des particules qu'on reproduit, qu'on connaît, les propriétés connues. Mais on a l'impression qu'il manque quelque chose. Et si on n'a pas un indice qui nous permet de creuser, on est complètement perdu. Donc on pourrait être dans cette situation à la fois de succès parfait, parce qu'on a quelque chose qui est capable de reproduire et d'expliquer tout ce qu'on voit, sans qu'on comprenne vraiment d'où ça vient. Du coup, c'est à la fois le rêve et le cauchemar en un seul. On se donne rendez-vous en 2024 avec les premiers résultats d'Euclide. Très volontiers. Et pour traiter les résultats d'Euclide et d'autres données astronomiques, on a besoin d'un centre de données. Et la semaine prochaine, on recevra Sébastien Derrière, qui nous montrera que dans les 40 ans de planétarium, ma foi, les données astronomiques, le traitement n'est pas le même, puisqu'on passe de la carte perforée à des choses un peu plus bizarres pour le commun des mortels qu'on appelle les IPS ou des choses comme ça. Donc tout ça, vous le saurez la semaine prochaine. En tout cas, merci Alain pour cette intervention et bonne recherche. Merci. Merci à vous. Bonne soirée à toutes et à tous.